Bon, bonjour à tous, bienvenue sur cette série de tables rondes organisées par Comstrad. Nous sommes en direct de la REF 2020, c'est belle rentrée du MEDEF. Pour cette première table, notre sujet sera quel est le rebond possible pour les PME. Les PME, c'est 99% des entreprises en France et plus de 6 millions de salariés. Donc il est difficile de parler dans cette rentrée de comment on va relancer l'économie sans parler de la situation particulière des PME. Pour ce faire, nous avons d'abord Claire Pascal, qui est vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle et directrice générale de Comundi, qui est un des acteurs majeurs de la formation professionnelle en France, qui propose un catalogue large de formation et puis un accompagnement et du conseil, et qui est donc aussi une chef d'entreprise à la tête d'une PME. Et nous avons avec nous Monsieur le ministre Hervé Novelli. Vous avez été pendant 3 ans, plus de 3 ans au gouvernement, d'abord comme secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur, puis chargé du commerce, de l'artisanat, des PME justement, du tourisme, des services et de la consommation. On vous doit le statut d'auto-entrepreneur que vous avez imposé de haute lutte et sur lequel vous continuez de nourrir la réflexion. Vous avez lancé depuis la plateforme WikiPME, une plateforme d'entraide comprenant une marketplace, un forum qui permettent aux PME de se rencontrer. Et en 1994, ce sera mon accroche, vous avez publié un livre, Aider les PME, défis et réalités. Alors aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que les défis et les réalités sont les mêmes qu'en 1994 et est-ce que ces défis et ces réalités ont été accentués par la crise? Bon, d'abord, je voulais moi aussi féliciter Comstrat de faire ce mini-débat sur les PME. Vous l'avez rappelé, les PME, c'est le cœur battant de notre économie. Et de ce point de vue, on est plus souvent dans des discours que dans des actes concrets pour faire en sorte d'améliorer l'environnement de ces PME qui se plaignent, vous l'avez du reste dit, depuis des décennies des mêmes mots. Et donc, je pense qu'il est temps, il est vital pour que ces PME survivent, qu'on puisse véritablement s'attaquer aux problèmes. Et ma crainte, malgré le plan de relance qui nous est indiqué pour la semaine prochaine, ma crainte, c'est qu'on passe encore une fois à côté des priorités de ces PME. D'abord, il faut les aider à survivre. Et ça n'est pas écrit. Sur les 100 milliards de ce plan, 3 milliards iront en quasi-fonds propres pour les PME et 10 milliards sont prévus pour la baisse des impôts de production. C'est-à-dire qu'on est à 13% de ce plan de relance pour les PME. Le compte n'y est pas. Et malgré les efforts de ce gouvernement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Est-ce que vous voulez que je développe un peu les choses ou que je laisse... Avec plaisir, on a encore un peu de temps, ou alors sinon on peut passer un témoignage, vous reviendrez peut-être à votre réflexion après. Claire Pascal, donc en tant que chef d'entreprise à la tête d'une PME, comment vous percevez leur position dans la crise aujourd'hui et comment, en tant qu'acteur de la formation, comment la compétence peut être un levier pour les PME pour sortir de la crise? Merci pour ces questions. Alors effectivement, j'interviens à la fois en tant que chef d'entreprise d'une PME et puis en tant que vice-présidente de la FFP, donc sur les sujets de la compétence. Donc c'est une vision un peu large du sujet. En tant que chef d'entreprise, il est clair que les PME sont aujourd'hui en pleine interrogation. La deuxième vague, si deuxième vague il y a, en tout cas les inquiétudes qui se dessinent sur le business pour le deuxième semestre ne sont pas particulièrement rassurantes. Et le sujet, c'est la gestion en fait de la temporalité de cette crise qui s'installe dans la durée et sur lequel il va falloir que les PME puissent avoir un peu de visibilité. Donc effectivement, le plan de financement qui sont proposés, qui est présenté par le gouvernement, doit permettre aux PME de se projeter un petit peu dans le futur. Pour ce faire, bien sûr, il y a des outils de financement qui sont proposés, mais aussi il y a un outil majeur qui est celui de la compétence. Et les entreprises et les PME ne pourront investir dans la compétence que si elles se sentent à un avenir et si elles peuvent se projeter dans un avenir. Donc ça, c'est important de le dire. Donc les sujets de financement sont majeurs. On a tous, enfin, les PME ont la plupart de gros sujets de délai de paiement, de sujets de trésorerie qui sont importants. Les PGE, il faut qu'on les rembourse.
bourse pour ceux qui ont fait appel. Donc en fait, si vous voulez, c'est une question à la fois de gérer la temporalité de la crise, de s'inscrire dans la durée et de savoir comment on peut tenir, sachant que les échéances, elles arrivent. Et que plus cette crise s'installe, même si le confinement paraît exclu, reconfinement paraît exclu, il est très compliqué de s'installer, de se projeter, et on a du mal à se projeter pour avancer, quoi. Donc sur le sujet de la compétence en tant que telle, en tant qu'acteur de la compétence, je ne peux dire qu'une chose, c'est que la compétence, former les équipes en période de crise, c'est le meilleur moyen d'améliorer la situation. Or, on le sait, les investissements en formation sont des investissements qui sont procycliques. Ça veut dire que les entreprises forment quand tout va bien, quand elles ont des marges de manœuvre. Les entreprises ne forment pas quand elles n'ont plus de marge de manœuvre et qu'elles sont en difficulté. Or, ce serait former en période difficile qui permettrait d'aider à sortir de la difficulté. J'ajoute aussi que pour le secteur des PME spécifiquement, comme vous le savez, il y a eu une loi qui est sortie, donc Avenir Professionnel, qui a supprimé toute obligation de cotisation pour le plan de formation, donc qui a en fait entraîner un désengagement des entreprises parce qu'elles doivent payer maintenant 2 fois des cotisations obligatoires, et une fois qu'elles ont payé, elles doivent investir dans la formation, ce qui fait que investir dans la formation devient 2 fois plus cher, et donc en période de crise, on a du mal à sortir du cash pour le faire. Donc si vous voulez, on a des j'allais dire des signaux contradictoires en fait, hein, à la fois des signaux qui fragilisent les PME, en même temps des aides qui donnent pas forcément des perspectives, donc on a effectivement des inquiétudes. Oui, je voudrais réagir pour dire que je partage ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve qu'il y a 3 grands sujets qui sont absents des discours ou des actes qui nous sont promis pour la semaine prochaine et qui sont fondamentaux pour les PME françaises. Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle le travail indépendant. Parce que dans ces PME, il y a bien sûr les très petites entreprises et il y a les micro-entreprises. Et tout cela, ça fait bon an, mal an, quelque chose comme 3 millions d'entreprises qui sont absentes aujourd'hui des discours et des actes. Autrement dit, dans le plan de relance, à ma connaissance, il n'y a rien sur le travail indépendant. Et je rapproche ce manque des derniers chiffres qui viennent de tomber aujourd'hui, je crois, sur la création d'entreprises. On bat tous nos records en matière de création d'entreprises. Et c'est logique qu'en période de crise, beaucoup de personnes se tournent vers la création d'activités. Ça s'est passé comme ça en 2008-2009, lorsque j'étais au gouvernement, je l'ai observé. Et donc, le travail indépendant, la création d'entreprises, la création d'activités, c'est la première des armes anti-crise. Et cette arme n'est pas aujourd'hui utilisée. C'est le premier sujet qui me semble très important et que je souhaitais rappeler. Deuxième sujet, et la vice-présidente de la Fédération de la formation l'a indiqué, c'est le problème des délais de paiement et des retards de paiement. En matière, lorsque une entreprise est secouée par la crise, eh bien, les délais de paiement s'allongent et il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Nous avions réagi il y a 10 ans en faisant une loi. Cette loi existe, on pourrait aller plus loin, mais on ne va pas légiférer en pleine crise sur les délais de paiement. Par contre, on peut faire beaucoup, et notamment accompagner les sociétés d'affacturage pour qu'elles puissent mettre en place à grande échelle de l'escompte de créances et suppléer la carence de ceux qui tardent à payer, souvent parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté. Mais n'oublions pas que ce sont les PME qui sont frappées de plein fouet par l'allongement des délais de paiement. Et s'il y a quelque chose à faire, eh bien, il faut le faire dans ce domaine aussi, et je ne vois rien de tel. Et il y a un troisième sujet auquel on ne pense pas, et c'est bien dommage parce que c'est un sujet qui ne coûte rien. C'est ce qu'on appelle l'allègement de la réglementation. Et autant en période de crise et en période de crise épidémique, il est hors de question d'alléger les mesures de précaution en matière de santé ou de protection sociale, autant toutes les autres normes dans cette période doivent être regardées de près pour être allégées. Et s'il y avait un moratoire sur ces normes, si on permettait aux entreprises et aux PME notamment de s'en abstraire quelque peu pendant les 2 ans que va durer, c'est ce qu'on nous dit, cette crise, eh bien là je crois que ce serait très utile et ça vaut tous les plans de relance de la création.
Oui, d'autant plus que les PME, enfin toutes les entreprises sont pas égales devant la complexité administrative. C'est souvent des normes qui pèsent davantage sur les petites entreprises qui ont du mal à suivre le mouvement, j'ai envie de dire, par rapport aux grosses entreprises. Mais justement, demain, on recevra à 16h30 le député Guillaume Kasbarian, qui est rapporteur du futur projet de loi ASAP qui doit débuter en commission le 15 septembre et qui vise justement à la simplification de l'action publique et des normes administratives. Claire Pascal, une autre question. Vous évoquiez la dernière réforme en fait de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait des mesures d'urgence ou une nouvelle réforme qui arriverait bientôt. Qu'est-ce que serait cette réforme pour vous Alors moi, j'ai dit un truc, arrêtez de réformer la formation, s'il vous plaît. Donc c'est bon, on a notre dose de réforme. On en a tous les 3 ans. Il n'y a aucun système d'évaluer. Les politiques publiques, il faut pouvoir les évaluer. Quand on fait des politiques publiques qui changent tous les 3 ans, on n'évalue jamais rien et on continue à refaire des réformes. Donc plutôt essayons d'analyser de manière objective les tenants et les aboutissants, ce à quoi ça aboutit pour éventuellement faire des actions correctives. Moi, je dis simplement que on a le point positif de tout ça, c'est qu'on parle de la compétence comme on n'en a jamais parlé. C'est-à-dire c'est un vrai sujet, c'est devenu un vrai sujet de compétitivité. Aujourd'hui, on sait qu'investir dans les compétences pour les entreprises, c'est des gains de productivité immédiat, donc ça fait réfléchir. On sait aussi tous que ce qui va se passer à la fin de l'année, c'est des vagues de licenciements qui sont a priori inéluctables, que c'est la vague de licenciements, c'est des mobilités forcées. Des gens vont être obligés de changer de métier, changer de secteur d'activité, et s'il n'y a pas de la formation pour accompagner ces changements, c'est des stocks de chômeurs qui vont s'enquister et qui vont être de plus en plus difficiles à alléger et puis à replacer dans les entreprises. Donc on sait que cette formation, ce développement de compétences, aujourd'hui c'est un des leviers majeurs. On parlait des sujets de rebond, le développement des compétences et l'investissement dans les compétences est un sujet majeur pour les entreprises, pour les PME. Et notamment, je voudrais aussi insister sur un sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de formation comme accompagnant, pour accompagner les parcours professionnels, et c'est vrai, mais on a complètement oublié la formation, le développement des compétences comme un outil pour créer du tissu, du lien social dans l'entreprise, de la compétence collective. On a vécu tous des confinements où on avait tous nos collaborateurs en télétravail, revenir ensemble, quelles que soient les modalités, c'est aussi recréer un travail en commun qui a été forcément disloqué. Et la formation est un bel outil pour recréer du contenu, pour recréer de la compétence collective. Et ça, on n'en parle plus. On a fait de la formation uniquement un outil de lutte contre le chômage, et c'est très bien dans l'accompagnement des parcours professionnels et dans la facilitation des mobilités, mais il y a tout un outil, tout un pan qui est extrêmement important, qu'on a complètement oublié. Et j'allais dire que la focale qu'on a mis sur le CPF, et qui est un très bel outil par ailleurs, a un peu oublié la formation des entreprises, et particulièrement des PME, qui, elles, nécessitent aussi qu'on parle d'elles. C'est quand même 15 milliards versus 1 milliard pour le CPF. Donc il n'y a pas, en termes j'allais dire, de rapport de force, c'est quand même c'est pas le même sujet. Et on a un vrai sujet par rapport à ça, de remettre le développement des compétences et la compétence collective au cœur des préoccupations. Il y a le sujet des financements, y compris des financements en matière de formation. Et les PME françaises vont être confrontées à ce sujet des besoins de financement. Et aujourd'hui, très clairement, le compte n'y est pas ou ne semble pas y être. J'ai parlé tout à l'heure des impôts de production. Vous savez, ce sont ces impôts qu'on doit payer quels que soient nos résultats. Et ces impôts, il y a 10 ans, le président Nicolas Sarkozy avait annoncé la suppression de la taxe professionnelle. C'était une très belle annonce, sauf que il a effectivement fait réduire ces impôts de près de 30%, mais ils ont été remplacés, cette taxe professionnelle a été remplacée par la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée. Autrement dit, nous sommes malheureusement en train de dénoncer tous les 10 ans les mêmes mots et l'identification de nos problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous annonce une baisse de ces impôts de production, qui sont venus remplacer cette fameuse taxe professionnelle, eh bien, cette baisse, elle est annoncée à hauteur de 10 milliards cette année et de 10 milliards l'année suivante. Aujourd'hui, le gap avec l'ensemble des pays de l'Union européenne sur ces impôts de production, eh bien, c'est 35 milliards. Pour que la France soit dans la moyenne de l'Union européenne,
il faudrait que nous baissions ces impôts de production de 35 milliards, 35 versus 10. Vous voyez que le compte n'y est pas et je le regrette fortement. C'est un pas dans la bonne direction, mais ces pas sont des pas qui sont trop faibles et qui ne nous permettent pas de nous mesurer à armes égales, parce que les PME, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Qu'elles restaurent leur marge et qu'elles puissent ainsi, grâce à la restauration de leur marge, pouvoir financer leurs investissements. Dans cette période, le surcroît de charges qui pèsent sur elles eh bien, est véritablement mortel. Et moi, j'appelle les pouvoirs publics à un effort supplémentaire. Le président de la République a dit, quel qu'en soit le coût, eh bien, ce coût-là, il est vital de le faire baisser pour nos PME. Et de la même manière, il faut réfléchir dès maintenant à l'accompagnement en fonds propres de ces PME qui, parce qu'elles gagnent peu d'argent, sont incapables d'avoir des fonds propres importants et qui, aujourd'hui, eh bien, souffrent. Et un rebond de ces PME, et il doit passer par des fonds propres supplémentaires. On nous annonce 3 milliards. Un simple sujet de comparaison. En 2010, nous avions mis 10 milliards sur la table pour que Oseo, l'ancêtre de la BPI, puisse apporter sa garantie dans des quasi-fonds propres. Donc vous le voyez, on est loin du compte et je regrette que ce plan de relance ne mette pas plus le focus sur les PME et sur les entreprises de notre pays, parce que c'est d'elles que viendra le sursaut ou le rebond. Un plan de relance économique, écologiste et social me semble être un peu passé à côté des 3 sujets. Je termine sur ce sujet du social et du pouvoir d'achat des Français. Vous le savez, grâce aux mesures qui ont été prises, le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Et les Français ont épargné 100 milliards d'euros supplémentaires en 3 mois. Donc toute mesure qui vise à leur apporter du pouvoir d'achat n'est pas, de mon point de vue, la mesure la plus urgente en termes de survie de notre économie. Si je ne le dis pas, je me demande qui le dira. Non mais on parle pas assez, effectivement, vous avez entièrement raison, de la restauration des marges. Si les PME restaurent pas leurs marges rapidement, elles seront dans l'incapacité de s'adapter aux défis qui vont être le défi de la digitalisation, notamment. Moi, je vois par exemple sur la filière professionnelle qui est la nôtre, c'est-à-dire les entreprises de formation, on a eu on est passé très rapidement à un secteur peu digitalisé à fortement digitalisé, et on a besoin d'accompagner la filière pour pouvoir s'outiller, pour pouvoir se former, pour pouvoir répondre. Alors, on n'a pas que les sujets de digitalisation, il y a le sujet aussi de la transition écologique, il y a des sujets d'évolution rapide, et aujourd'hui, les évolutions sont de plus en plus rapides. Si les PME ne sont pas à même de restaurer leurs marges, elles ne pourront pas financer ces transitions, et ces transitions, elles vont coûter de l'argent. Donc, je sais que les plans de relance visent à accompagner aussi ces transitions, mais il faut aussi que l'entreprise par elle-même puisse restaurer ses marges pour justement faire ses choix d'adaptation au nouveau marché. Sinon, effectivement, on aura de la casse, quoi. J'en profite pour vous dire que vous soyez ici ou avec nous sur Periscope, on peut prendre des questions, donc n'hésitez pas à les donner, à vous manifester, et nos invités répondront avec plaisir. Moi, j'ai juste une question pour Claire Pascal. Quelle est, après cette crise, à la sortie de la crise et en cette rentrée, quelles sont les nouvelles tendances, on va dire, sur le marché de la formation professionnelle? Par ailleurs, est-ce que le télétravail a fait naître de nouveaux besoins, en fait, en termes de contenu de la formation? Alors le télétravail, bien sûr, ça a changé beaucoup de choses. Contrairement à ce qu'on peut penser, le télétravail, ça s'improvise pas comme ça. Et on a beaucoup de sujets de management qui se posent pour manager des gens en télétravail. Il faut pas croire que ça se fait comme ça ou qu'on a les mêmes résultats. Ça veut pas dire que c'est pas efficace, mais ça veut dire qu'il faut travailler autrement. Le télétravail, c'est beaucoup d'énergie pour faire du one-to-one, c'est-à-dire que gérer ses collaborateurs de manière individuelle. C'est beaucoup d'énergie aussi
outils pour vérifier, pour mesurer la charge de travail. C'est des outils spécifiques. Donc, on a beaucoup de demandes en termes d'accompagnement des managers, mais pas que des managers, hein, pour pouvoir effectivement former, faire travailler à distance. On sait que beaucoup d'entreprises qui n'ont pas aujourd'hui d'accord de télétravail vont s'y mettre parce que c'est objectivement... Alors, pour le coup, ça a été effectivement, je pense, un révélateur pour un certain nombre d'entreprises que ça pouvait aussi marcher avec du télétravail. Beaucoup n'y étaient pas allés, beaucoup y vont y aller. La question, c'est aussi de savoir, alors beaucoup les DRH se posent la question de savoir quel est le bon curseur pour pouvoir avoir le bon nombre de jours, mais tout ça, c'est une question aussi de culture et d'organisation. Donc effectivement, c'est des sujets qui se posent. Nous avons aussi beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui se posent aussi sur la transmission des savoir-faire clés dans l'entreprise. Quand on est dans une période où on sait qu'on va avoir des vagues de licenciements obligés parce qu'on ne peut plus tenir les masses salariales, il y a des questions de savoir-faire clés qui vont se poser. Et donc, c'est des questions qui se sont déjà posées à des différentes périodes. En période de crise, elles se posent toujours en disant quels sont finalement les savoirs clés que je dispose dans mon entreprise et quels sont les risques que j'ai sur ce savoir, ces savoirs cœur de compétences quand je suis dans une période où je suis obligée de procéder à un PSE. Et donc là, il y a des questions qui se posent autour de ça et autour aussi du savoir transmettre en entreprise. Donc la récupération aussi de ces savoir-faire qui permettent à l'entreprise de se resserrer pour pouvoir redéployer, c'est des questions qui se posent de manière importante. Nous avons, et j'allais dire contre toute attente, mais moi je ne suis pas particulièrement étonnée, beaucoup de demandes en tout ce qui est soft skill, tout ce qui est en transversalité, parce qu'on va avoir... dans des entreprises qui vont être en masse salariale réduite, on va avoir besoin d'avoir des gens plus polyvalents, capables de travailler notamment aussi avec des prestataires extérieurs parce qu'on sera obligé d'externaliser un certain nombre de tâches. Donc des gestionnaires de projets. Donc aujourd'hui, beaucoup de demandes en gestion de projet pour justement être capable de s'adapter à cette nouvelle façon, à cette façon de travailler de manière plus transversale et parfois externalisée. Donc c'est aussi des demandes. Et puis bon, après, nous allons, pas encore, mais on va certainement avoir des sujets aujourd'hui autour de la mobilité, parce que on va être obligé de réallouer. On va aussi très certainement avoir des sujets d'accompagnement dans des processus de PSE ou dans des processus d'évolution, de changement complètement de secteur d'activité. Voilà, tout ça, c'est... Alors, ça veut dire que autour de ça, la compétence, ça reste la clé, que investir sur les compétences, c'est juste essentiel, à l'heure même où pour l'entreprise, ça coûte 2 fois plus cher qu'avant. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se tromper et il faut regarder, il ne faut pas se tromper de compétences, il ne faut pas se tromper non plus de modalités et il faut que les entreprises soient vigilantes, mais qu'elles soient convaincues. Et je pense qu'aussi, de plus en plus, il y a la dimension culturelle. On voit bien qu'en France, l'accès à la formation était beaucoup plus faible que dans les autres pays de l'OCDE. On voit bien aussi qu'en France, et c'était avant la réforme de 2014, mais bon, bien sûr, on ne l'a pas mesuré, on n'avait que 37% des actifs qui étaient formés dans les entreprises. Le reste n'était jamais formé. Donc, on se rend compte aujourd'hui de la nécessité d'utiliser cet outil-là. Et c'est d'autant plus, et quand on parle de rebond, voilà, il va falloir le financer, ce rebond, mais il va falloir aussi l'outiller. Et l'outiller, c'est aussi investir là-dedans, investir dans la compétence et investir dans le futur. Et donner aux entreprises, et ça c'est le plan de relance, et ça c'est les discours politiques qui peuvent aussi donner des perspectives pour dire on va sortir de la crise, on a une perspective de sortir de cette crise, il faut miser sur le futur, parce qu'aujourd'hui il y a la tentation de se recroqueviller, de gérer au day-to-day, et de gérer comme on peut, et objectivement quand on est une PME, on gère aussi comme on peut, un peu au day-to-day, quoi. Merci. Est-ce que nous avons des questions sur Periscope ou ici on a quelque chose. Sur Periscope, une question? Moi j'ai une question pour vous deux. Est-ce que le recours qui risque d'être amoindri aux indépendants, peut-être là dans les prochains temps, va leur permettre de se former, d'apprendre aussi et de bouger? On parle beaucoup des salariés, de comment ils se forment, des demandeurs d'emploi aussi, des nouveaux entrants sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les travailleurs de plateforme, les gens qui sont sur StaffMe, comme on voyait tout à l'heure? Comment ces gens-là vont pouvoir, alors qu'ils ont sans doute des difficultés à trouver des contrats, comment eux vont pouvoir aussi faire cet effort de formation, à mon avis, qui est très nécessaire pour les indépendants, quoi. C'est une question majeure. C'est du reste l'évolution logique. Si on se projette à quelques années, puis finalement c'est ce qu'on doit faire. Quelle est l'entreprise de demain? L'entreprise de demain, elle aura accéléré sa mutation à travers, c'est en tout cas ma conviction, à travers ce qui se passe aujourd'hui. On parlait du télétravail et de son accélération.
ce télétravail va faire bouger les lignes de l'entreprise. L'entreprise classique, avec son siège social et les salariés qui viennent, et dont certains pointaient encore, puisqu'on a des horaires fixes, tout est très normé, façon 20e siècle. Et ça vole en éclats. Et la crise épidémique que nous traversons accélère ces mutations. Et vous avez parlé tout à l'heure d'externalisation des activités. On est au cœur de ce sujet. Et moi, je regrette, et je le dis très clairement, que ce qu'on appelle le travail indépendant, je l'ai dit, mais ça me semble très important. Il va y avoir un nombre d'externalisations. Les entreprises vont faire appel à des services, à des missions. Il y aura le salariat qui, bien sûr, continuera de perdurer et d'être la norme majoritaire. Mais, et c'est logique, le 21e siècle, le siècle du numérique, appelle des activités indépendantes, appelle des initiatives, et c'est ces initiatives individuelles qui vont se développer et qui doivent absolument pouvoir aller sans coup férir et sans risque dans les entreprises pour accélérer cette mutation et faire en sorte que demain l'entreprise soit moins un chef, des sous-chefs et des salariés que la contribution de tous au but stratégique de l'entreprise. Et ça, cette pandémie, elle est un facteur d'accélération. Encore faut-il pour autant que nous soyons en capacité de faire survivre nos entreprises dans cette période. C'est l'objet du plan de relance, j'ai dit ce que j'en pensais. J'espère qu'il viendra améliorer les performances de nos entreprises et leur permettre de survivre. Mais les grands défis de demain, ce sont les défis du numérique, c'est l'implication de ce travail individuel dans l'entreprise pour en faire un élément clé de la compétitivité de ces entreprises. Et ces sujets, eh bien, ils doivent avoir leur place dans les réflexions stratégiques et ne pas penser, comme on a tendance à le faire en ce moment, que l'économie va être une sorte de survivance donc économies de 1960 avec un commissaire au plan qui nous dira demain ce que seront les branches à découvrir. Donc vraiment, moi j'appelle de mes voeux cette réflexion sur l'avenir à travers les leçons que nous pouvons tirer de ce Covid et les mutations culturelles et stratégiques qui s'opèrent dans la société française. Et ça, c'est regarder vers l'avenir et ce n'est pas forcément rechercher un âge d'or dans le passé qui n'a duré jamais existé. Je pense effectivement, je suis assez d'accord que ce type de crise va clairement accélérer les mutations qui sont déjà en cours. Et ça, c'est évident, puisque du coup, effectivement, on risque d'avoir peut-être des noyaux de salariés plus restreints dans les entreprises, avec j'allais dire, des satellites externes qui vont produire des services. Et c'est aussi un peu le trou dans la raquette des réformes qu'il y a eu en formation. C'est-à-dire que comment se forment ces prestataires externes, comment on finance leur formation, comment ils financent, et aussi le sujet qui est aujourd'hui le sujet numéro 1, c'est l'ubérisation de notre économie. Je pense qu'on n'en parle pas forcément aujourd'hui, on parle moins de ces sujets-là avec la crise, mais c'est aussi l'accès au marché, c'est la visibilité de ces prestataires par rapport à leur savoir-faire. Donc je pense que tout ça va se recomposer. Alors on est toujours que les crises accélèrent, ça veut dire qu'il y a toujours des mouvements de repli, de recul et puis d'avancée. C'est pas linéaire, mais il est clair que, en tout cas, on va avoir probablement avec les vagues de licenciements beaucoup de salariés qui vont vouloir probablement créer leur structure, pouvoir se mettre dans des logiques aussi de plus de prestataires externes. Et aussi, on a nos générations, des jeunes générations qui arrivent sur le marché, qui sont beaucoup moins attachées à l'idée d'une entreprise mère chez qui ils vont faire carrière. La notion de carrière devient complètement différente, et donc dans lesquelles ils vont picorer en fait, et ils vont construire leur propre cheminement, j'allais dire, plus que carrière professionnelle, à travers un dialogue avec des prestataires qui peuvent leur apporter quelque chose. Donc c'est aussi peut-être à l'entreprise de pouvoir prendre en charge une partie de la formation ou de la montée en compétence de ces prestataires à partir du moment où elles ont une valeur ajoutée pour l'entreprise. Je vois sur le secteur de la formation, nous on a un défi qui est majeur, c'est que la plupart d'entre nous, on travaille beaucoup avec des prestataires extérieurs qui sont des formateurs extérieurs. Quand vous avez une digitalisation à marche forcée et à vitesse grand V qui arrive, vous devez former des prestataires extérieurs que sont les formateurs
pour pouvoir être capable d'animer vos propres sessions de formation qui sont aujourd'hui digitalisées. Donc là, pour le coup, on a vraiment un bon exemple. Alors on sait que, en discutant avec le ministère, on sait que c'est des sujets qui ont été pris en compte, qui sont aujourd'hui des sujets sensibles, mais ça reste que des sujets sur lesquels il n'y a pas des réponses sur toute la ligne. Et en tant qu'entreprise, on attend aussi de voir comment derrière on pourrait être appuyé pour former notre kyrielle de prestataires qui travaillent avec nous et dont on a besoin et dont on recherche la compétence. Merci. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur le ministre. Vous vouliez réagir peut-être là-dessus d'abord? Non, pour dire mon accord total sur cette évolution de l'entreprise, on a du mal à percevoir aujourd'hui l'entreprise de demain. Or, pourtant, c'est ce qui va être la clé demain pour faire en sorte que ces entreprises se développent. Par exemple, je crois beaucoup à la plateformisation de l'économie, c'est-à-dire que le numérique va envahir l'ensemble de notre économie et ce numérique, il tente à favoriser la rencontre entre une offre et une demande. Et donc, vont se créer dans tous les secteurs ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire des places de marché qui font cette rencontre et qui facilitent cette rencontre entre des gens qui ont besoin qu'on leur rende tel ou tel service et des gens qui sont capables de le faire. Cette plateformisation, elle implique des mutations dans tous les domaines, mutations dans le travail, dans le code du travail, dans la réglementation du travail, pour accompagner ces mutations et non pas les freiner. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on reste, alors qu'on va vers une économie entièrement digitalisée, une économie du XXIe siècle, qu'on reste encore avec des normes qui ont été faites au siècle dernier et parfois même au siècle précédent, le siècle dernier. Donc cette réforme et cet allègement pour faire en sorte que cet accompagnement soit profitable pour tous, je l'attends et c'est certainement l'un des dossiers qui devrait être sur la table du gouvernement. Le bon exemple de ça, c'est aussi le sujet du télétravail. Vous en parliez aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui, effectivement, on a des contrôles de l'inspection du travail sur les temps de travail, sur la mesure du temps de travail, sur l'encadrement des forfaits jours, qui sont aujourd'hui une énigme, parce que comment on encadre des forfaits jours si on ne fait pas badger les gens, comment on le fait? Et derrière, vous mettez en place du télétravail. Aujourd'hui, ça reste quand même compliqué de pouvoir allier tous ces éléments entre eux. Et on sait très bien qu'on va avoir des entreprises qui vont effectivement peut-être n'avoir qu'un centre avec pas de place pour tout le monde, mais des gens en télétravail qui vont graviter et que finalement le cœur de l'entreprise et le cœur battant de l'entreprise sera créé par autre chose que par un local où les gens se retrouvent. Donc ça veut dire que derrière, il faut aussi adapter la réglementation pour que ça puisse être possible tout en étant sécurisant. Voilà. L'idée n'est pas mais il faut sécuriser les salariés dans ce cadre-là, tout en permettant à l'entreprise de ne pas être freinée dans ces types d'évolutions qui correspondent en plus à l'aspiration des salariés. C'est aussi un besoin et un souhait des salariés. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire là-dessus et qui aujourd'hui, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez intervenir, je prends des questions. Vincent, Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé ces derniers temps pas mal de mesures sanitaires à appliquer dans les bureaux. On a vu ces référents Covid, port du masque obligatoire, distanciation physique, nettoyage des locaux systématique, parfois télétravail. Est-ce qu'on peut s'inquiéter et se dire que ça peut ralentir la reprise pour les PME, être des contraintes administratives et financières supplémentaires qui peuvent les empêcher de reprendre une activité économique normale? Alors, en tant que chef d'entreprise, là, je prends la parole pour dire que ce n'est pas les mesures de distanciation, de port du masque ou de nettoyage qui vont ralentir la reprise. C'est globalement le train de l'économie qui va... donc, tout ce qu'il nous faut, c'est surtout éviter un reconfinement parce que ça, ce serait terrible. Après, c'est aussi qu'on puisse apprendre à vivre, à faire du business, à travailler avec en ce moment avec ces mesures-là. Donc, nous, en formation, nous avons beaucoup de présentiel. Moi, je prône pour que ce présentiel il puisse se faire dans des conditions de sécurisation en fait des participants. Mais il faut qu'on apprenne à travailler avec ces conditions-là et surtout, et c'est pas mettre le masque qui va. Alors, c'est pas très agréable, c'est pas très convivial, c'est pas très simple. C'est des contraintes pour les entreprises, probablement des coûts, mais on a vraiment plus un sujet de business global que d'un sujet de contraintes d'organisation, quoi. Oui, sur ce sujet, je crois qu'il faut le prendre comme une contrainte qui doit se gérer et ces mesures sont indispensables. En tout cas, elles sont jugées comme telles.
elles vont avoir des conséquences, bien sûr, parce que la productivité ne va pas être la même compte tenu de l'ensemble de ces contraintes qui sont, je le répète, indispensables. Donc, on aura une reprise qui va être une reprise en aile d'oiseau, comme on dit, c'est-à-dire il y a eu une reprise assez rapide à la sortie du confinement, et puis maintenant, cette reprise, eh bien, elle est plutôt sur un trend beaucoup plus modéré qui devrait nous amener à ne retrouver la croissance avant le Covid que dans quelques années. Donc c'est ça le sujet, et c'est les 3 prochaines années qui vont être assez dures, et il faut les mettre à profit pour faire en sorte que l'accompagnement des entreprises puisse être allégé, puisque ces contraintes supplémentaires n'étaient pas prévues. Eh bien, ces contraintes, elles existent, mais d'autres peuvent être allégées, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que je plaide pour cet allègement général, hors santé et hors protection sociale, des normes et des règlements qui étouffent les entreprises. Ces soubresauts de reprise, ou dit en aile d'oiseau, qui peut, alors en U ou en ce qu'on veut, on voit effectivement qu'après une reprise rapide, on a une rentrée qui est en demi-teinte, avec des inquiétudes qui pointent, et probablement un frein dans cette reprise. Le vrai sujet, c'est que ces aléas-là pèsent sur des grandes entreprises, et souvent les PME sont des sous-traitants des grandes entreprises, et donc elles ont un effet d'impact à terme qui fait que du coup ça rend difficilement lisible la reprise générale. Donc vous voyez, tant qu'on n'a pas, et je pense qu'on n'aura pas une reprise avant au moins 2 ans, un retour de la normalité avant crise, si normalité il y avait, on a encore beaucoup de travail à faire avant de reprendre une activité normale. Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur le Ministre, parce que vous avez été au cœur de Bercy, et puis tout à l'heure, vous évoquiez la question des délais de paiement. Le gouvernement, là, pendant la crise, avait appelé à la responsabilité des grandes entreprises, justement, parce qu'il était conscient de ce problème, et je crois qu'elles ont plutôt bien joué le jeu. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, l'État n'est pas celui qui paye le plus à l'heure non plus, mais c'est pas une question parfois de mauvaise volonté, mais surtout de contraintes administratives. D'ailleurs, on a vu pendant la crise sanitaire que parfois notre difficulté à obtenir des masques était due au fait que beaucoup d'autres pays avaient cette capacité à payer cash les masques et à aller les chercher sur les tarmacs à la sortie des avions chinois. Et nous, on promettait des délais de paiement beaucoup trop longs, et ça fait manquer pas mal d'opportunités. Alors, comment on peut changer ça ? Vous savez, dans mon passé d'entrepreneur, j'ai été confronté, puisque j'avais comme client le secteur public, j'ai été confronté à ces sujets de retard de paiement des collectivités publiques ou de l'État. Et il y avait à l'époque la Banque des PME qui a fusionné, de fusion en fusion, a disparu. Mais on pouvait escompter, c'est-à-dire aller présenter la créance publique à la banque, et la banque vous faisait l'avance sur la créance. On daïsait cette créance, et donc on avait tout de suite le cash de la créance, évidemment avec un taux d'intérêt, mais rien ne remplace ce cash lorsqu'on est pressuré par une trésorerie exsangue. Moi, je plaide pour que la BPI fasse en sorte qu'elle puisse prendre en charge l'ensemble des créances pour les ramener à la norme légale, la durée du délai de paiement légal, et faire ainsi son travail de banque publique, et donc qu'elle fasse l'avance sur la créance nantie de l'État ou des collectivités territoriales. Il y a un moyen très simple de pouvoir faire en sorte que ces délais de paiement n'entraînent pas des dommages irrémédiables pour les entreprises. Donc je fais cette proposition parce que le problème des délais de paiement va devenir un sujet très important, au-delà même des créances publiques. Et on pourrait très bien imaginer que ce système puisse être mis en place par la BPI, qui est très volontariste, vous l'avez remarqué, dans tous les domaines. Voilà un domaine sur lequel elle pourrait être très utile. Bon, alors si on n'a plus de questions, on va aller sur le mot de la fin. Claire Pascal, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce débat ? D'abord, pour vous remercier Monsieur le Ministre d'avoir échangé sur ces sujets tout à fait d'actualité. Hein. Aujourd'hui, c'est la préoccupation de tout le monde sur cette fameuse relance. Pour plaider en faveur de la compétence, je pense que c'est important qu'on le redise, que c'est une des clés pour sortir de cette crise, que miser dans la compétence, c'est croire en l'avenir.
Et je crois que c'est important que les entreprises et que les PME se projettent dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est aussi se positionner sur des nouveaux marchés, c'est se positionner sur de nouveaux clients. C'est le meilleur moyen effectivement de se sortir de cette crise. Et donc, que ce soit pour les personnes qui vont éventuellement avoir à subir des mobilités, que ce soit des personnes qui restent dans l'entreprise et qui vont avoir à évoluer, l'entreprise a tout intérêt à miser sur la formation, la compétence, parce que c'est le meilleur moyen de gagner de la productivité. Merci. Bon, je n'aurai pas de mot de la fin, si ce n'est pour vous remercier d'avoir initié ce débat sur les PME et pour dire que c'est là que ça va se jouer. Tous les défis, aucun ne sera surmonté si nos entreprises vont à la casse, comme malheureusement certaines pourraient le faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et donc, la priorité, elle doit être d'abord une priorité tournée vers la petite et moyenne entreprise, vers l'entreprise, vers la micro-entreprise, vers les auto-entrepreneurs, vers tous ceux qui créent de la valeur. Parce que les contraintes qui sont ensuite posées, l'accélération de la transition énergétique, comme on dit, eh bien, la prospérité sociale, tout cela ne pourra être fourni qu'à partir d'une économie prospère et d'entreprises qui soient capables de dégager les marges pour pouvoir financer ces transitions qui ne sont pas elles-mêmes dénuées d'incohérence. Parce qu'on ne peut pas à la fois plaider, ce sera le mot de la fin, plaider pour faire en sorte que nos entreprises soient compétitives et d'un autre côté, fermer des centrales nucléaires qui nous contraignent à importer de l'électricité d'ailleurs à partir de centrales thermiques. Donc on a tout faux sur l'empreinte carbone avec ce genre de sujet et je regrette qu'on succombe à l'ère du temps. Oui, pour avoir une dimension environnementale très forte, mais il faut être cohérent et là aussi choisir nos priorités plutôt que de céder à telle ou telle vieille lune antinucléaire des années 60 ou 70. Oui, bien, merci à vous deux. Merci, on a pu offrir un débat riche à nos téléspectateurs grâce à vous. On se retrouve à 18h15 avec Jean-Daniel Lévy pour une interview sur le thème de l'état d'esprit des Français en cette rentrée, est-ce qu'ils ont confiance en l'avenir et en l'économie à la rentrée. Voilà, rejoignez-nous à 18h15 et puis allez voir notre programme, on a encore 3 tables rondes demain. Je ramène mon masque.